Dans cette vidéo, nous allons prendre en main le logiciel Docker. Alors, dans un premier temps, on se rend sur l'invite de commande. Ensuite, on rentre dans le dossier machine où on a installé Vagrant. Et pour démarrer la machine Vagrant sur laquelle on a installé Docker, on écrit Vagrant App. Et on attend que la machine VirtualBox démarre. Alors, entre-temps, on peut lancer la VirtualBox. Ça va nous permettre de suivre le processus. Et normalement, voilà, on voit que la machine va être en fonction ici. Si on clique sur afficher, on va voir que la machine est bien en train de démarrer avec la commande Vagrant App. Voilà, la machine démarre. Et donc, on peut retourner sur notre interface. Sur l'interface en mode commande de la machine hôte et on attend que la machine se connecte à la machine Vagrant. Alors, lorsque la machine a terminé son démarrage, on va se connecter dessus avec la commande Vagrant SSH. Cette commande va nous permettre de nous connecter de manière sécurisée en utilisant le SSH. On verra le SSH plus tard. Donc là, on est connecté en ligne de commande à la machine qui a été créée avec Vagrant. Donc la machine, c'est la machine Vagrant. Et là, on est connecté avec l'utilisateur Vagrant. Clear, ici on est sous Linux, donc c'est la commande clear qui va permettre d'effacer l'écran. ls, c'est une commande qui va permettre d'afficher ce qui existe dans le répertoire où on est situé actuellement sur la machine. Et wd, c'est une commande qui permet de connaître le dossier courant dans lequel on se trouve actuellement. On se trouve actuellement dans le dossier home/vagrant. Il est intéressant de connaître quelques commandes Linux pour pouvoir travailler. Par exemple, si on veut créer un dossier, on écrit mkdir sous Linux et puis on donne un nom au dossier qu'on va créer, par exemple dossier. Si on fait ls, on voit qu'on a bien affiché le dossier que l'on vient de créer antérieurement. Pour rentrer dans le dossier, je fais cd dossier. Si on fait ls, actuellement, il n'y a pas de fichier dans ce dossier. Pour créer un dossier, un fichier vide sous Linux, on écrit touch, T-O-U-C-H, et on donne un nom au fichier, touche fichier. Si je fais ls, on constate que un fichier a bien été créé. Ce fichier, il n'y a pas de données à l'intérieur, c'est un fichier qui est vide. Pour avoir un peu plus d'informations sur un fichier dans le système Linux, on écrit ls-al. Ce sont des paramètres qui vont permettre d'avoir un certain nombre d'informations sur ce qui existe dans notre dossier. Ici, le point, c'est le nom, il s'agit du répertoire actuel, le répertoire dossier. Point, c'est le répertoire parent. Et ici, on a bien le fichier qui a été créé. Ce fichier a été créé à une certaine date, à une certaine heure. Il a une taille de 0 octet. Il appartient au groupe Vagrant et à l'utilisateur Vagrant, puisque c'est l'utilisateur Vagrant qui l'a créé. Alors, il y a cette particularité sous Linux que lorsqu'on crée un utilisateur, ici, l'utilisateur qui existe, c'est l'utilisateur Vagrant. Lorsqu'un utilisateur est créé, par définition, il y a un groupe qui porte le même nom que l'utilisateur qui est créé. Ici, on a ce groupe Vagrant. Donc cet utilisateur Vagrant appartient au groupe Vagrant. Dès qu'on crée un utilisateur sous Linux, un groupe portant son nom est créé. Ici, on a
certain nombre d'informations concernant les droits qui vont être attribués à ce fichier, aux utilisateurs, hein, aux utilisateurs sur ce fichier. En particulier, on a d'abord ces trois premiers droits qui sont ici. R pour read, W pour écriture, et le moins qui est là, c'est pour l'exécution. Il aurait dû y avoir un X comme au-dessus si on avait le droit d'exécuter quelque chose dans ce dossier. R, lecture, W, écriture, et le petit tiret là qui est vide, ça veut dire que le droit d'exécution n'est pas attribué. Donc ces trois premières, ici, ces trois premières autorisations sont attribuées à l'utilisateur Vagrant. Les trois autres autorisations qui suivent, R, W et puis pas le droit d'exécuter, sont attribuées au groupe auquel appartient Vagrant. Et enfin, les trois autres autorisations qui sont ici, lecture, pas la possibilité d'écriture, puisque le W n'existe pas, pas la possibilité d'exécution, sont attribuées à tous les autres utilisateurs qui ne sont ni Vagrant et qui n'appartiennent pas au groupe Vagrant. Le petit symbole qui est ici, ce petit symbole, c'est un symbole qui indique qu'il s'agit d'un fichier. Quand c'est un D que l'on retrouve ici, ça veut dire qu'il s'agit d'un répertoire. Faisons un autre test, par exemple. Supposons que dans le dossier, je vais créer un autre dossier. mkdir dossier 1, par exemple. Voilà. Si je fais un ls, j'ai bien le dossier 1. Si je fais ls-al, je constate que le dossier 1, il est ici. Je constate que ce dossier 1, c'est un dossier. C'est pas un fichier. En bas, il n'y avait rien sur le premier emplacement ici. Donc ça, c'est bien un dossier. On a l'autorisation RWX read pour lecture, W pour écriture, X pour exécution sur ce dossier qui sont attribués à cet utilisateur. On a l'autorisation RWX lecture, écriture, exécution qui sont attribués à ce groupe Vagrant. Et on a les autorisations lecture, pas la possibilité d'écriture et la possibilité X d'exécution sur le dossier A. Clear pour effacer. Donc il est important d'avoir en tête ces quelques instructions déjà pour Linux. On va les résumer ici. Résumer des commandes Linux. Donc on a la commande ls pour afficher la liste des répertoires, des fichiers, des répertoires. On a la commande mkdir pour créer un dossier. On a la commande cd pour changer de dossier. On a la commande touch pour créer un fichier. On a la commande ls-al pour afficher la liste des fichiers avec leurs propriétés. Donc, voilà, donc pour ces quelques commandes Linux, il y en a d'autres. Alors pour sortir du dossier, cd un espace point et wd pour avoir la liste du dossier, pour avoir le nom du dossier courant. Donc cd pour
sortir du dossier et pwd pour avoir la liste, le nom du dossier courant, c'est-à-dire le nom du dossier dans lequel nous nous trouvons. Alors, les commandes Linux, plutôt que de faire une formation magistrale, on les verra au fur et à mesure. Alors, on revient sur notre répertoire de travail. Et ici, on a peut-être deux autres encore commandes intéressantes. Si je veux aller dans le dossier de l'utilisateur courant, l'utilisateur courant actuellement, c'est l'utilisateur Vagrant, eh bien, je constate ici que j'ai un tilde. Ce symbole tilde indique qu'on est dans le dossier de l'utilisateur Vagrant. /home/Vagrant, c'est un peu le dossier utilisateur de Windows. Sous Linux, c'est plutôt comme ça que ça se présente. Donc, si ici, je vais dans un autre dossier, par exemple, si je vais dans ces dossiers, et que je souhaite revenir sur le dossier Home Vagrant, j'ai deux façons de procéder. Soit je vais écrire cd et je vais récupérer tout ce chemin et me rendre dans /home/vagrant et je reviens dans le dossier tilde. Si je fais pwd, je constate que je suis bien dans le dossier home de Vagrant. Et j'ai une autre possibilité, retournant dans le dossier, si je fais cd tilde directement, comme ça, ça revient à demander à ce qu'on aille dans le dossier Vagrant. Je fais comme ça, et là, quand je valide, je vois que je reviens bien sur le dossier tilde. Donc, très important de comprendre que cd tilde, ça permet de revenir au dossier home de l'utilisateur courant. Enfin, peut-être une dernière chose encore à savoir, si je fais cd/ et que je fasse pwd, là je suis dans le dossier racine. Et ce dossier racine, c'est un petit peu comme le C sur Windows, mais sous Linux, dans ce dossier racine, seul l'administrateur, c'est-à-dire seul le root, a le droit d'être sur ce dossier, de travailler sur ce dossier racine. Donc ici, si je fais cd/, je me positionne sur le dossier racine. Et pour revenir sur le dossier de home de Vagrant, il suffit que je fasse cd tilde. Et je reviens bien sur le dossier tilde sur lequel l'utilisateur Vagrant a tous les droits. Ensuite, il y a une chose importante également, quand je veux exécuter des instructions en mode administrateur. Alors supposons que je veuille me mettre carrément en mode administrateur. Donc là, je vais faire sudo su. Et quand je fais sudo su, ça veut dire que maintenant, on voit d'ailleurs le symbole dièse ici, je suis en mode administrateur et je peux faire n'importe quoi. Donc c'est très dangereux d'être en mode sudo. Seul l'administrateur, le root, on voit que l'administrateur c'est le root, a le droit d'être en mode sudo. Donc très important, donc sudo et su me permet de me mettre en mode administrateur et d'exécuter des commandes sensibles. Pour sortir du mode sudo, il suffit de faire exit. Voilà. Et on voit bien que on revient en mode simple utilisateur, puisqu'on est maintenant avec un tilde.
Alors, si je veux, en restant en mode simple utilisateur, exécuter des instructions comme si j'étais le root, il faut que j'écrive la commande sudo. Par exemple, supposons que je vais faire un ls ici, j'ai le dossier. Et supposons que ce dossier, seul le root a le droit de l'effacer. Donc il faudra que je fasse la commande sudo, supposons, j'ai bien dit, hein, alors que là, bon, Vagrant a le droit de l'effacer. Mais supposons, donc je vais faire sudo rm -r pour dire que j'efface un dossier, et j'écris dossier. Et je valide. Et donc là, j'ai exécuté une commande en mode root, en mode administrateur, comme on le fait sous Windows, hein, quand on dit exécuter en mode administrateur. Donc ici, hein, sudo et une commande derrière, hein, ça veut dire que j'exécute la commande en mode administrateur. Voilà. Ce qu'il faut retenir également, c'est la façon dont on installe des paquets sous Linux, mais ça, bon, on y reviendra au fur et à mesure que l'on avance dans la formation. Alors, maintenant qu'on a fait cette petite introduction, donc clear ici, hein, sur la façon d'utiliser les commandes, quelques commandes Linux, hein, nous allons voir si notre Docker est toujours en fonctionnement. Alors Docker, il suffit que je fasse version ici, et c'est ça qui permet de s'assurer qu'il est en fonctionnement. Il faut impérativement qu'on ait le client Docker et qu'on ait le serveur Docker qui soit en fonctionnement. Et on va aller maintenant parler un peu de Docker avant de faire quelques manipulations sur Docker. Présentons Docker, on va le faire dans un diaporama. Alors Docker. Pour comprendre ce que c'est que Docker, il va falloir d'abord comprendre un certain nombre de choses. Qu'est-ce que c'est que la virtualisation ? Pourquoi a-t-on mis la virtualisation en place? Qu'est-ce que Docker? Et pour cela, on va d'abord parler des problèmes liés au matériel et au logiciel. Alors, si on observe les problèmes qui sont liés au matériel quand on travaille avec des machines physiques, hein, c'est-à-dire que avant que la virtualisation et la dockerisation, la containerisation a été mis en place, on avait l'habitude de travailler avec des machines physiques. Une machine physique possède plusieurs niveaux. Il y a d'abord le niveau 1, dans lequel on a le matériel et le hardware de la machine. Il y a le niveau 2, dans lequel il y a le système d'exploitation qui est installé, système d'exploitation qui va vous permettre de communiquer avec votre machine. Et il y a un certain nombre de fonctionnalités que le système d'exploitation propose aux utilisateurs. Il y a le niveau 3 qui est le niveau où on installe des applications sur le système d'exploitation. Et quels étaient les problèmes qui étaient liés au matériel? C'est la cherté du matériel. Un matériel est cher, hein, quand on achète des serveurs avec certaines capacités, ces serveurs sont chers. De plus, plus on a de serveurs, plus la consommation électrique va être élevée. La maintenance des matériels également est quelque chose de cher. Voilà, pour déjà expliciter quelques problèmes qui peuvent être liés au matériel. Quels sont les problèmes qui sont liés à l'installation de logiciels sur ces matériels? D'abord, quand on installe un logiciel sur un matériel, il faut tenir compte des ressources existantes. Quels sont les espaces disques, les espaces mémoire que l'on possède encore, hein, qui peuvent être attribués à un logiciel. De plus, il faut vérifier est-ce que les logiciels déjà installés peuvent être incompatibles, parce que parfois on peut tenter d'installer un logiciel qui va être incompatible avec ceux qui existent déjà.
il faut également choisir le répertoire d'installation dans lequel on va installer le logiciel. De plus, les logiciels ne s'installent peut-être pas sur tous les systèmes d'exploitation. Donc, quel est le système d'exploitation qu'on utilise? Il y a peut-être des logiciels qui s'installent sur Windows, d'autres sur Mac, d'autres sur Linux. Et de plus, il faut connaître la procédure d'installation. Et enfin, on a des failles de sécurité qui vont être d'autant plus accentuées qu'elles peuvent être créées par les autres programmes. C'est-à-dire que on installe un logiciel, il y a peut-être des librairies qui vont être installées avec ce produit, ce logiciel. Il y a d'autres logiciels qui fonctionnent à côté. Et donc, ça entraîne d'autant plus que statistiquement, on peut avoir la probabilité qu'il y ait des failles de sécurité en plus. Voilà déjà pour présenter quelques problèmes principaux qui peuvent être liés à l'installation de logiciels. Quelles sont donc les solutions qui ont été adoptées pour pouvoir résoudre les problèmes liés au matériel? Eh bien, une des solutions, c'est d'installer et d'exécuter les programmes dans des environnements isolés avec leurs ressources. Quel est l'avantage d'une telle solution? C'est d'abord la portabilité, c'est-à-dire que lorsqu'on virtualise un système, lorsqu'on virtualise un ordinateur, l'avantage c'est que déjà il sera portable d'un environnement à l'autre. La sécurité, puisque on va avoir chaque machine qui va être isolée. Donc, si on installe des logiciels sur une machine isolée, elle ne va pas être affectée par des failles de sécurité qui pourraient provenir d'autres logiciels installés sur d'autres machines isolées. La simplification d'installation. L'installation va être plus simple. L'objectif, c'est cela. La gestion des dépendances et des librairies qui va être plus simple. Pourquoi? Parce que quand on installe un logiciel sur un matériel physique, vous allez trouver d'autres logiciels qui ont été installés préalablement, qui utilisent peut-être des dépendances et des librairies d'une version antérieure. Or, quand on veut installer un autre logiciel, cet autre logiciel va peut-être venir avec les mêmes dépendances et les mêmes librairies, mais qui seront d'une version plus récente. Et là, il va y avoir un problème d'incompatibilité que vous rencontrez très souvent. Par contre, quand on installe les logiciels dans des environnements isolés, ce problème de différence, d'incompatibilité entre les versions, eh bien, on risque de ne plus l'avoir. On va parler maintenant des types de virtualisation existantes, les types de virtualisation matérielle et système. Alors, quels sont les types de virtualisation qui existent? Des virtualisations logicielles, donc matérielles, et système. Alors, qu'est-ce que la virtualisation matérielle? La virtualisation matérielle, c'est ce que l'on obtient avec un outil comme VirtualBox, par exemple, VMware, etc. Donc, la virtualisation matérielle, elle va permettre d'exécuter plusieurs serveurs sur la même plateforme. L'isolation est presque totale. Ça veut dire que sur une machine physique, on va installer un système d'opération, système d'exploitation, qui va contenir l'hyperviseur. Par exemple, on va installer Windows, qui va contenir VirtualBox, ou on va installer Linux, qui va contenir Parallel Desktop, etc., etc. Ensuite, l'hyperviseur va créer une machine virtuelle. Ça veut dire que cette machine virtuelle, elle sera constituée de processeurs virtuels, de mémoire virtuelle, de disques virtuels, de réseaux virtuels. Et sur cette machine virtuelle, on va installer un système d'exploitation puis une application. C'est ce qu'on a l'habitude de faire avec la VirtualBox, par exemple. Sur une machine virtuelle qui a été créée avec un hyperviseur, on a les couches suivantes. On a d'abord l'infrastructure. L'infrastructure, c'est la machine physique.
Au-dessus de cette machine physique, on a le système d'exploitation, le Host Operating System, par exemple Windows ou Linux. Ensuite, au-dessus, on a l'hyperviseur. L'hyperviseur, ça va être la VirtualBox, ça va être VMware Workstation, etc. On a le système d'exploitation, le Guest OS. On a les binaires et les différentes librairies qui vont être installées sur ce système d'exploitation. Et au-dessus, on a les applications qui vont être installées. Voici les différentes couches qui existent sur la virtualisation matérielle que l'on réalise avec un hyperviseur comme VirtualBox ou comme VMware Workstation, par exemple. Les hyperviseurs de niveau 2. La virtualisation système, par contre, comment elle se fait? La virtualisation système va être réalisée par les conteneurs. Alors je dis virtualisation système, même si ce n'est pas le terme virtualisation qu'il faut utiliser. C'est pour pouvoir faire un comparatif entre les conteneurs, par exemple avec Docker, sachant qu'il y a d'autres logiciels qui permettent de faire de la conteneurisation, et puis un parallélisme avec les hyperviseurs type VirtualBox. Alors, les conteneurs, eux, il n'y a pas de machine virtuelle qui va exister. On va avoir uniquement le matériel, c'est-à-dire la machine physique, le système d'exploitation, et on va avoir des conteneurs pour exécuter les applications qui vont être créés sur ce système d'exploitation. Donc ces conteneurs, ils vont permettre de créer un environnement ou un espace d'exécution isolé avec le hardware, l'OS et l'espace d'exécution des applications. Chaque conteneur va posséder son propre hostname, son propre nom d'hôte et sa propre adresse IP. L'avantage, c'est que les conteneurs ont moins de couches dans la partie conteneur, donc l'application dans un conteneur sera beaucoup plus performante, beaucoup plus rapide. Il y a moins de couches que ce qu'on a vu tout à l'heure. Le déploiement est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Par contre, les inconvénients, c'est que les deux applications qui s'exécutent ici doivent s'exécuter sur le même OS. Ça veut dire que si vous avez une machine Linux et que vous voulez faire de la conteneurisation avec Docker, créer des machines virtuelles, entre guillemets, avec Docker. Donc, ça ne peut être que des machines virtuelles, ça peut être que des machines Linux. On ne peut pas créer des machines, des conteneurs Windows sur du Linux. C'est pas possible, il faut être sur du Windows pour faire cela. Donc c'est ça la différence également avec la virtualisation matérielle. Par exemple, avec la VirtualBox, je suis sur un système Linux, je peux installer du Windows sur la VirtualBox, je peux installer du Linux, etc. Par contre, avec les conteneurs Docker, je suis sur du Linux, il faut que je conteneurise du Linux. Quelles sont les solutions de conteneurs qui existent sur le marché? On a par exemple les zones avec le système Solaris, LXC comme Linux Container, Docker, et puis bon, il y en a d'autres. Et là, comment se présente la conteneurisation par rapport à la virtualisation? On a l'infrastructure matérielle, on a le système d'exploitation, on a le moteur de conteneur, Docker par exemple, on a les librairies qui vont être installées dans ce conteneur et on a les applications. Comparaison entre les deux. Regardez la comparaison entre les deux. Pour les machines virtuelles, regardez les couches qui existent. Et pour le conteneur, regardez les couches qui existent. Donc on voit que les conteneurs sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus légers parce que ici, si on est sur un hyperviseur comme VirtualBox, supposons qu'on ait créé une machine virtuelle qui va se présenter comme suit. Donc l'application qui tourne ici, comme elle, pour pouvoir répondre éventuellement à un utilisateur qui fait une demande à cette application, eh bien, elle doit traverser toutes ces couches pour communiquer avec le système d'exploitation de la machine, avec l'infrastructure, et puis on remonte pour renvoyer des résultats, tandis que là, c'est beaucoup plus rapide. Ça, c'est une énorme différence. Présentation de Docker. Alors maintenant, on va présenter Docker. C'est quoi Docker? Docker fonctionne avec le système d'exploitation qui peut être Linux, ou on peut faire du Docker sur Windows. Mais moi, je vais parler de Linux parce que c'est plutôt là-dessus qu'on le trouve en production, sachant qu'on peut dockeriser du Windows. Docker, lui, fonctionne avec le système d'exploitation pour packager
empaqueter et exécuter un logiciel. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que vous développez une application avec Java, et eh bien, on peut créer un conteneur qui va permettre d'exécuter cette application et l'envoyer directement en production. Et ça, c'est super, super intéressant pour beaucoup de raisons, comme on va l'expliquer. Donc Docker permet de faire fonctionner toutes sortes d'applications, des serveurs d'applications, des applications bureautiques, des bases de données, des applications fonctionnant dans des navigateurs, des applications de gestion, etc., etc. Docker est une application Linux qui fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation. Alors, ça c'est super intéressant à savoir, comprendre que Docker peut fonctionner sur Windows. Il suffit que vous alliez rechercher la démarche d'installation sur Windows et vous allez avoir votre Docker qui va fonctionner sur Windows. Bon, ce n'est pas l'objet dans l'immédiat. Comment est-ce que Docker se présente? Quelle est son architecture? Docker est composé d'un moteur qu'on appelle le Docker Engine, ou aussi le Docker Daemon, qui s'exécute en mode de service. Donc, il y a un serveur qui s'exécute sur votre machine. D'un client qui va se connecter au serveur Docker, donc il y a un client qui se connecte au serveur Docker qui fonctionne sur votre machine. Et des images qui contiennent les applications qu'on va exécuter. C'est comme un peu les machines virtuelles. Sur les machines virtuelles, il y a un CD-ROM ou un DVD qui va contenir l'ISO de l'application que vous allez installer. Avec Docker, c'est plutôt des images qui vont être installées. Et d'ailleurs, si on revient sur l'invite de commande, ici, si on se souvient, quand on a fait Docker version, on a bien un serveur qui fonctionne, donc ça c'est le démon Docker, il fonctionne en arrière-plan, il attend les instructions du client. Le client, il est là. Voilà, le client Docker. Donc ça veut dire que quand je dis client Docker, ça veut dire que ici, quand j'écris une instruction de genre Docker version, j'envoie une commande au serveur qui va me répondre. Bien sûr, il y a d'autres commandes avec Docker. Alors, si on revient sur notre diaporama, ici, voici le schéma de fonctionnement de Docker. C'est-à-dire que Docker, voici toutes les composants qui existent avec Docker. On a le client Docker, on a la machine hôte sur laquelle on a installé Docker, donc c'est le Docker host. Sur ce Docker host, il y a un démon Docker qui va fonctionner, le serveur Docker, donc un démon Docker sous Linux. Ça veut dire que c'est un service qui fonctionne en arrière-plan. Ce démon Docker, lui, c'est lui qui va permettre de pouvoir exécuter les instructions qui lui sont transmises par le client. Par exemple, le client, il envoie la commande Docker Build. Docker Build, c'est pour pouvoir construire une image qui va être utilisée par Docker. Eh bien, le démon Docker la reçoit et il va appliquer. J'utilise la commande Docker Pull. Son objectif, c'est de récupérer des images sur le registry qui est ici. On va en parler. Eh bien, c'est le démon Docker qui va exécuter cette instruction, et ainsi de suite. Donc, voici ces deux composants, le client et le démon Docker, et on a le registry Docker, qui peut être le Docker Hub ou autre chose. C'est là-dessus que vont être sauvegardées les images qui pourront être récupérées pour créer des conteneurs. Donc, très concrètement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon client Docker qui est ici. Ce client Docker, il envoie des commandes au Docker host et à partir du Docker host, on peut récupérer des images. Alors voyons par exemple un exemple de fonctionnement de tout ça. On va se rendre sur Internet et on va taper Docker Hub. Ici, voici le Docker Hub. Ce Docker Hub, c'est quoi? C'est tout simplement, si je reviens sur l'explication que j'ai donnée ici, c'est tout simplement ce registry qui est là. Le registry qui est là, qui va contenir plusieurs images. Par exemple, l'image NGINX. NGINX, c'est un serveur web. Eh bien, si je retourne
sur ce registry, je vais rechercher NGINX. Voici, on me donne l'image NGINX qui existe sur le registry. Je clique sur cette image NGINX et on me dit comment je dois faire pour la télécharger, pour la récupérer. C'est bien ce qu'on voit sur l'image qui est ici. Revenons sur le diaporama. On voit qu'un Docker pull, c'est une commande qui va être envoyée au démon Docker. Le démon Docker va rechercher si l'image existe en local. Si elle n'existe pas, il va demander à la récupérer à partir du registry. Il la récupère, il la télécharge et il va l'installer sur notre ordinateur. Alors voyons ça. Ici, on va venir en mode commande. Alors je vais faire un clear ici. Je vais faire un docker pull NGINX pour pouvoir récupérer l'image NGINX qui est sur le registry. Comme le démon Docker, donc là c'est le client Docker, comme le démon Docker voit que l'image n'existe pas en local, il va la télécharger. Et c'est ce qu'on voit qu'il fait là. Voilà. Voilà, ça c'est le démon Docker qui permet l'exécution de tout cela. Donc, on patiente un petit moment. Voilà, une fois que ça c'est fait, si je refaisais encore la commande docker pull NGINX, voilà, bah, comme elle existe déjà sur le disque dur, il ne va pas la recharger. Donc on voit bien ce fonctionnement que l'on a représenté en image ici, hein, à savoir le client fait un docker pull, il envoie la commande au docker daemon, le docker daemon regarde si l'image existe sur le disque. Si elle existe, il ne lance pas le téléchargement. Sinon, il récupère cette image. Donc voilà, nous avons récupéré cette image. Si par exemple, je veux m'assurer que cette image existe bien, il suffit de faire docker image. Docker image, on voit qu'il y a l'image NGINX qui existe bien, et on voit l'image Hello World qui avait été l'image que l'on avait récupérée lors du test que l'on avait fait pour voir si Docker avait bien été installé. Donc on voit ici qu'on a notre image NGINX, la version de l'image c'est la latest, ici on a une idée qui est affectée à l'image, quand est-ce qu'elle a été créée, et nous avons sa taille. Donc on voit ce fonctionnement ici, à ce niveau-là, le fonctionnement de Docker hein, à l'épreuve. Maintenant que j'ai cette image ici, je peux créer un conteneur qui va me permettre d'exécuter cette image. Alors voyons cela. Ici, je vais me rendre à ce niveau-là, je vais faire un clear, et je vais faire pour créer un conteneur qui va exécuter l'image. Alors qu'est-ce que c'est que créer un conteneur? Bah, c'est comme lorsque je crée une machine virtuelle, VirtualBox, avec l'image de Windows, par exemple, ou l'image d'un serveur Apache. Là, par contre, la différence, c'est que l'image, elle est prête à l'emploi, et je vais créer le conteneur qui va l'exécuter. On y va, on va se faire un Docker run. Donc là, j'utilise le client Docker qui envoie la commande au démon Docker. Donc Docker run, pour dire exécute-moi un conteneur. Ce conteneur va être exécuté en mode interactif, c'est-à-dire que je vais pouvoir envoyer des commandes à ce conteneur. En mode terminal également, ça veut dire que le conteneur va pouvoir m'afficher des réponses et pour l'instant, je vais rester avec ces seules options-là. Un espace, je vais donner un nom à ce conteneur, moi name, je vais l'appeler NGINX conteneur, par exemple. Hein. Voilà. Container, conteneur, ou compte, hein, ce sera plus simple. Et je vais lui dire qu'il doit m'exécuter l'image NGINX. Alors, ici, il y a une erreur. Il faut faire -name. Ou deux symboles moins. Voilà. Voilà. À partir de là, il m'exécute le conteneur. Et là, j'ai bien évidemment mon interface
de ma machine locale qui est bloqué. Pourquoi? Parce que je demande à exécuter un service NGINX sur le conteneur, et là, effectivement, il l'exécute. Mais pour l'instant, moi, je ne peux plus rien faire. Donc, on va essayer de faire un CTRL-C. Voilà. Le fait que l'on fasse un CTRL-C, on sort de la machine. On va faire un clear. Et on va supprimer le conteneur que l'on vient de créer. Alors pour cela, déjà, on peut vérifier quelles sont la liste des conteneurs qui ont été créés avec un docker ps-a. Ça permet, quand on fait docker ps-a, de s'assurer de vérifier la liste des conteneurs qui existent sur ma machine physique. Je fais cela. On voit qu'il y a bien le conteneur qui s'appelle NGINX, voici son nom ici, hein, NGINX compte. Donc ici, on a les idées de conteneurs. Ici, les images qui font fonctionner. Ici, la commande qui a été initiée par le conteneur, on verra ça après, quand est-ce qu'il a été créé, et on en est sorti. Et là, on a le nom du conteneur. Alors, on va supprimer ce conteneur, docker rm, et NGINX se compte. On supprime le conteneur, et si je fais un docker ps-a, on n'a plus de conteneur. Je vais rappeler la commande que j'avais utilisée pour exécuter mon conteneur, docker run-it, et cette fois-ci, je vais ajouter le paramètre D pour dire que je vais l'exécuter en arrière-plan, en mode détaché. Comme ça, il ne va pas me bloquer l'interface. Je valide. Et si je fais cette fois-ci, si je veux vérifier quels sont les conteneurs qui sont en exécution en mémoire, il suffit de faire docker ps. Je n'utilise pas le symbole "-a". Et là, je vois que j'ai bien ce conteneur qui fait fonctionner cette image, qui a initié cette commande. On verra de quoi il s'agit plus tard. Il a été créé il y a 12 secondes. Il est en mode app. Il fonctionne sur le port 80. Et de plus, il a tel nom. Donc, il est en fonctionnement. Et ça, c'est super intéressant de voir qu'il est en fonctionnement. On va voir comment on peut vérifier qu'il est en fonctionnement. On va faire un petit résumé déjà de ces commandes. Voilà un peu pour le fonctionnement qui est illustré dans ce diaporama. Ensuite, on a le Docker Engine et le client Docker, hein, ce qu'on a appelé le moteur de Docker. Alors le moteur de Docker, il gère les conteneurs, il exécute les conteneurs en isolation, il les sécurise, il s'occupe des ressources, de la consommation mémoire, de la consommation CPU des conteneurs, etc. Donc c'est Docker Engine qui gère tout ça. Le client Docker, il se connecte au démon ou au Docker Engine ou au Docker Server et il lui soumet des actions. Donc le client peut être installé sur la machine locale ou sur un poste de travail. On peut avoir un client Docker qui est installé sur un poste de travail distant et un moteur Docker qui va exister sur un serveur. Et donc le client Docker peut lui envoyer des instructions. Alors qu'est-ce que c'est qu'une image Docker? Une image Docker, c'est quelque chose qui est statique, c'est comme un DVD, un DVD d'une application. On ne peut pas modifier un DVD, c'est pas possible. Donc c'est quelque chose de statique. Là, c'est la même chose, c'est un binaire d'exécution. Une image Docker est toujours fournie sous forme d'image en lecture seulement. C'est comme un binaire, elle est fournie par les éditeurs. On peut la construire. Nous-mêmes, on peut construire des images, par exemple. On développe une application sous Spring ou sous PHP ou sous le langage que vous voulez. On peut construire une image qui va permettre d'exécuter cette application dans un conteneur. Et elle sera stockée en local. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quand on était en mode commande, ici. Quand on fait un Docker image, on voit que les images sont bien stockées en local et qu'elles sont statiques. Par contre,
quand on fait un Docker PS, on voit que notre image Docker, c'est elle qui est exécutée dans ce conteneur. D'ailleurs, on peut maintenant rentrer dans ce conteneur, puisqu'on a lancé ce conteneur en mode interactif et terminal. Si je fais un docker exec -it, docker exec, je vais tout simplement exécuter une instruction dans le conteneur que j'ai créé tout à l'heure. Donc docker exec -it, et le conteneur dans lequel je veux exécuter une instruction, c'est le conteneur nginx compte. Et l'instruction que je veux exécuter, c'est l'instruction bash. Bash, ça correspond tout simplement au mode commande, c'est-à-dire je veux ouvrir un terminal bash, je veux l'ouvrir dans le conteneur nginx. En mode interactif et terminal, ça veut dire que je veux communiquer avec lui. Et donc, vous voyez, j'ai bien exécuté cette instruction. Donc là, on a la commande docker exec que j'exécute via le client Docker, qui est envoyé au serveur Docker. Et vous voyez, donc il me l'a exécuté. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert un terminal dans le conteneur Docker. Comme je faisais par exemple avec Vagrant SSH. J'ouvre un terminal dans une machine virtuelle. Là, je l'ouvre dans un conteneur. Et là, si je fais un PS, par exemple, non, alors PS, la commande n'est pas trouvée ici, on va faire autrement. Alors je vais essayer de faire la commande curl. La commande curl, c'est une commande qui va me permettre de pouvoir réaliser des requêtes HTTP. Donc là, mon objectif à moi, c'est de m'assurer que le serveur nginx est bien en fonctionnement. Je vais faire un curl et je vais écrire http localhost. Alors localhost, pardon, localhost. Voilà. Quand je fais, alors localhost, c'est quoi? Localhost, c'est tout simplement le nom de la machine hôte sur laquelle je suis. Alors, ce n'est pas tout à fait le nom, c'est-à-dire c'est le nom de la machine, c'est le nom local de la machine sur laquelle je suis actuellement, qui est associé à une adresse qui est l'adresse 127.0.0.1, qui est l'adresse de boucle locale. Quand je fais ça, c'est-à-dire quand je fais un curl et j'interroge la machine locale pour vérifier que le serveur nginx fonctionne, on voit bien que le serveur nginx fonctionne. Et donc là, on a bien ce serveur qui fonctionne. Donc on est bien sur un conteneur qui exécute l'image nginx. Donc ça, c'est super intéressant de comprendre qu'on a cette image nginx qui est exécutée dans ce conteneur. Et quoi que je fasse dans ce conteneur, donc si par exemple, je ne sais pas, supposons que je crée un dossier, mkdir dossier 1, par exemple. Je rentre dans dossier 1, je vais ajouter un fichier, touche fichier, etc. Toutes ces modifications que j'ai réalisées dans le conteneur n'affectent en aucune manière l'image nginx que j'ai téléchargée tout à l'heure. Là, on va juste avoir des couches qui vont se rajouter à l'image qui est exécutée dans le conteneur, mais en aucune manière l'image originale ne sera modifiée. Donc il est important de comprendre que une image, c'est quelque chose de statique qui n'est absolument pas modifié. D'ailleurs, la preuve, ici, si on fait un ls, on voit bien que dans cette image nginx qui m'a permis de faire fonctionner ce conteneur, j'ai fait des modifications dans ce conteneur, on va s'assurer que l'image n'a pas été modifiée. Alors pour ça, c'est tout simple, on va faire un exit. Dans un premier temps, on va d'abord arrêter le conteneur. On va faire un docker stop conte nginx.
on arrête le conteneur. C'est alors c'est pas le compte, il s'appelle pas comme ça. On va aller voir comment il s'appelle. Alors Docker PS. Le conteneur, il s'appelle nginx-conf. Donc on va l'arrêter ce conteneur. Docker stop nginx-conf. On arrête le conteneur. On va le supprimer ce conteneur. Stop nginx-conf. Docker rm plutôt. J'ai supprimé le conteneur. Si je recrée ce conteneur, docker run -itd, donc en mode interactif terminal et en mode détaché, c'est-à-dire en arrière-plan, si je recrée ce conteneur, donc le nom -nem compte nginx, et l'image que je veux utiliser, c'est l'image nginx. Donc si je recrée ce conteneur, si je rentre dans ce conteneur, c'est-à-dire je vais exécuter une commande dans le conteneur, c'est-à-dire je veux m'y connecter en mode terminal, comme je le fais avec Vagrant SSH. Donc docker exec -itd, compte nginx, je fais un bash. Ah, ça c'est une grosse erreur, il ne faut pas que ce soit en mode détaché par contre. Il faut, parce que si je fais D, ça veut dire que je demande à exécuter le bash en mode détaché, donc je n'ai pas accès au terminal. Donc là, il faut avoir accès au terminal. Voilà, je suis dessus. Si je fais un ls, le dossier n'existe pas. Donc on voit que l'image n'a pas été affectée. Dès que je détruis le conteneur, toutes les modifications que j'ai effectuées sont détruites. On va faire un petit résumé de ces commandes. Ici, résumé des commandes. Donc Docker pool permet de télécharger une image à partir du registry Docker. Alors pour l'instant, on n'a parlé que du Docker Hub, mais il y a d'autres registries qui peuvent être mis en place. Docker run permet d'exécuter un conteneur sur la base d'une image. Ici, chose importante, si je fais un docker run -it, par exemple, -nem, je donne un nom au conteneur compte nginx, ça permet de créer un container en mode interactif et terminal. Alors ici un compte, c'est bon, terminal, qui aura pour nom nginx et qui exécutera l'image nginx. Et si je fais la même commande ici, par contre, j'utilise le symbole T, ça permet de créer le terminal, le conteneur, en mode terminal interactif et détaché pour qu'il ne bloque pas le terminal de la machine physique. Si je fais un docker exec, alors la commande docker exec -it compte nginx bash, ça permet de se connecter au conteneur compte nginx qui fonctionne en
mode détaché. Hein. On a vu la commande Docker image qui permet d'afficher les images présentes sur le disque dur. La commande Docker ps-a pour afficher la liste des containers existants sur la machine locale. On a vu la commande Docker ps qui permet d'afficher les conteneurs en exécution dans la mémoire centrale. On a vu la commande Docker rm Docker stop compte nginx pour arrêter un container. On a vu la commande Docker rm compte nginx pour supprimer un container. Et puis, bien sûr, une petite remarque, avant de supprimer un container, il faut d'abord l'arrêter. Ça, c'est fondamental. Voilà, donc déjà, un petit résumé super intéressant. Je vais juste rajouter quelque chose. Curl http localhost. Alors d'abord, ici, localhost, nom d'hôte de toute machine locale. Et ici, curl http localhost, ça permet de tester que l'URL http localhost est bien fonctionnel. Ça, c'est super important. On va continuer un petit peu notre parcours de Docker fondamental, voilà, pour être vraiment à l'aise avec toutes ces notions-là. Alors, continuons notre exploration. Le registry, lui, distribue les images. Le serveur d'images qui est contacté par le démon Docker, c'est le serveur hub.docker.com qui a cette adresse-là qu'on a vue tout à l'heure. Un conteneur, c'est quoi? Un conteneur, c'est un espace d'exécution isolé. Il contient l'application à exécuter et toutes les dépendances nécessaires pour l'exécution de cette application. C'est une instance d'une image. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le conteneur qui faisait fonctionner nginx. C'est un espace d'exécution isolé, comme on l'a vu ici, là, dans cette vidéo. Ici, on voit que c'est un espace d'exécution isolé, puisque d'abord, quand on fait un docker ps, docker ps, on voit que le conteneur s'exécute, et pour pouvoir se connecter à ce conteneur, on a fait un docker exec, ici, -it compte nginx bash. Et là, voilà, on est dans un espace isolé. Ça veut dire que l'on pourrait créer un autre conteneur qui va exécuter autre chose. Par exemple, supposons que je vienne ici et je veux exécuter cette fois-ci MySQL Server, par exemple. Je vais essayer de trouver ça. Voilà, ici, tiens, j'ai MySQL Server. Voilà, on me dit comment pouler l'image. Si je descends, peut-être j'aurai d'autres instructions. Toujours intéressant de voir s'il n'y a pas autre chose qui m'est donné ici. Et donc là, connecting to MySQL Server within the container. Donc là, on m'indique un petit peu comment je dois procéder. Alors, voyons. Donc, on va
pouler cette image. Pour ça, je peux venir ici. Hop. Voilà. Je poule l'image, c'est-à-dire que je vais récupérer l'image de MySQL Server. Donc, on a un conteneur dans lequel s'exécute NGINX. On va en créer un autre dans lequel va s'exécuter MySQL Server. Et si on va vérifier ensuite que la machine physique haute, c'est pas sur la machine physique que s'exécutent ces applications, c'est dans des espaces isolés. Alors, on le voit bien avec ce qu'on est en train de faire actuellement. Voilà, on attend un petit moment, le temps que tout ça, ça puisse se mettre en place. Voilà, on patiente un petit moment. On va patienter le temps que ça s'achève. Quand l'application MySQL Server est installée, on va commencer à exécuter, à créer un conteneur, un docker run -itd -nem MySQL Server MySQL compte et l'image, c'était l'image, alors il faut aller la revoir, c'est l'image qu'on a téléchargée, c'est l'image, elle est ici, MySQL /MySQL Server. Donc MySQL /MySQL-server. Voilà. Télécharge cette image. On exécute plutôt le conteneur. Si je fais un docker ps, on voit que le conteneur est en exécution. Et donc MySQL fonctionne en isolation dans un conteneur ici. On va aller vérifier. On va se connecter au serveur MySQL. Alors on peut voir les instructions ici hein, pour pouvoir se connecter à notre serveur. On descend. Alors si je descends, là plus bas, il me dit comment trouver le mot de passe pour se connecter à MySQL. Hop. Je colle. Voilà. Alors, Docker logs. Ah oui, attention, hein, c'est Docker logs, le nom du conteneur. Hein, le nom du conteneur que nous avons créé, qui est MySQL compte. Hein. Faut bien modifier. Voici, on a le mot de passe qui a été généré. OK, et si on continue à ce niveau-là, on va avoir la commande qui va permettre de se connecter à notre conteneur MySQL. Ici, docker exec -it MySQL compte. Docker exec -it MySQL compte, MySQL -u route -p. Hein, donc là, nous, on est obligé de modifier le conteneur avec le nôtre. On valide. Et là, on a ce mot de passe qui a été généré, qui est celui qu'il faut donner. Voilà, on colle. On rentre bien dans MySQL. Et là, pour modifier ce mot de passe avec quelque chose de plus simple, on nous donne la commande MySQL à exécuter. Voilà, on va l'exécuter. Ici, par contre, on va mettre comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois qu'on a fait ça, pas de problème. On peut donc maintenant avoir accès à MySQL tranquillement. Donc là, le problème, c'est pas de travailler avec MySQL, c'est de comprendre que on a bien des services qui fonctionnent en isolation. Alors, si on revient encore sur ce diaporama, alors, objectif des éléments de Docker. Ces éléments permettent de simplifier les actions suivantes sur les logiciels. Ça simplifie l'installation, comme on l'a vu, leur exécution, leur suppression, leur publication.
C'est-à-dire qu'on peut les publier sur des serveurs de production. Docker utilise une technologie existante sur les systèmes Linux que l'on appelle les conteneurs. Les versions de Docker existantes, on a le Docker CE. Docker CE, c'est une plateforme de conteneurisation gratuite et open source, c'est celle qu'on a téléchargée. Elle peut fonctionner sur Windows 10, sur Mac, sur Azure, sur AWS, ainsi que sur CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu. CE peut être téléchargé directement depuis le Docker Store. On a le Docker EE. Docker EE, en revanche, est une version premium de CE. Docker EE est une plateforme de conteneurs intégrée, entièrement prise en charge et certifiée, qui fonctionne sur Red Hat Enterprise Linux et SUSE Linux Entreprise, Oracle, Windows Server. Alors maintenant, ça a évolué à Azure et AWS. Alors, on a des fonctions identiques pour les deux plateformes. CE et EE ont les mêmes caractéristiques et fonctions principales, sont mises à jour tous les trimestres. Les deux sont disponibles sur un large éventail de systèmes d'exploitation et d'infrastructures cloud populaires, donnant aux entreprises la liberté d'exécuter des applications conteneurisées sur leur infrastructure préférée sans verrouillage. Docker EE, il permet d'accéder aux images et plugins Docker. Il affiche les clusters de conteneurs dans une seule vue de volée. Il permet un contrôle d'accès pour la gestion des clusters et des images. Il y a une assistance officielle le jour même de Docker. Il permet d'exécuter des analyses de vulnérabilité sur les images. Donc on voit que quand on veut travailler en entreprise, c'est plutôt cette version-là qu'il faut utiliser. Voilà pour la présentation de Docker. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup d'autres instructions qui existent avec Docker, mais voilà déjà pour les premières instructions. Alors, si on revient sur les deux conteneurs que l'on a créés ici, si j'utilise la commande Docker inspect, ça va me permettre d'avoir un certain nombre d'informations sur les conteneurs. Par exemple, Docker inspect MySQL compte. Docker inspect MySQL compte. Je valide. Et là, j'ai pas mal d'informations sur mon conteneur qui vont être affichées au format JSON. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'adresse IP. Une adresse IP, l'adresse IP, donc ça veut dire que mon conteneur contient une adresse IP. Ça, c'est super intéressant. Alors, voyons si à partir de la machine hôte, je peux communiquer avec cette adresse IP. Ping 172.17.0.1. Eh bien oui, ma machine peut communiquer avec le conteneur. Donc, deux commandes importantes. Une commande importante, le Docker inspect, qui, ici, alors le Docker inspect, qui permet de visualiser les propriétés de mon conteneur. Et de plus, je peux faire ping pour communiquer avec ma machine. On va vérifier quelque chose maintenant. On va voir quelque chose. On va voir est-ce que on peut faire en sorte que deux machines virtuelles communiquent entre elles. Alors, allons voir ça. Donc là, on a inspecté l'adresse IP de MySQL compte. Ça veut dire que MySQL compte, si je viens ici, MySQL compte, on a vu qu'il avait comme adresse IP 172.17.0.3. Quelle est l'adresse IP de NGINX? Alors, ici, c'est NGINX. Par contre, il va falloir que je fasse un Docker PS parce que je ne me souviens plus. Voilà, c'est Docker inspect compte NGINX. Si je fais ça, voici l'adresse IP de NGINX. Je vais mettre ici. Je ne sais plus.
compte NGINX plutôt, hein, c'est compte NGINX. Compte NGINX. Il a pour adresse IP ça. Alors on va se connecter au conteneur NGINX et voir si on peut communiquer avec le conteneur MySQL. Alors voyons. Donc exec-it compte NGINX bash. Et si on revient ici, donc là je suis sur le compte NGINX. Je suis sur compte NGINX, hein, comme on le voit ici. Et donc je vais, à partir de compte NGINX, tenter de pinguer cette machine-là. Alors on y va, ping, alors d'abord 172.17.0.3. La commande ping n'existe pas, il va falloir l'installer. Pour installer la commande ping, je vais faire un apt. Là, je suis en mode route, donc ce n'est pas la peine d'utiliser sudo. On voit que je suis en mode route à cause du dièse. Donc apt get install iputils-ping. Alors pour savoir de quel paquet il s'agit, il faut... alors il y a une chose importante à faire avant d'installer. Il faut d'abord mettre à jour la liste des dépôts. Alors apt-get update d'abord. Première des commandes, c'est toujours celle-là avant d'installer quoi que ce soit sous Linux. Ça permet de mettre à jour la liste des dépôts. Donc ici, hein, on va installer la commande ping. apt-get update pour mettre à jour la liste des dépôts auxquels on peut accéder. Voilà. Patiente un peu, et on voit que ça communique avec Internet, ça c'est super intéressant. Ensuite, on va faire le apt-get install iputils-ping. Donc là, ça marche. Donc là, on valide hein, pour dire yes. Ici, il faut valider. Ça va bien installer le paquet ping. Donc ici, hop, je récupère ça. Et je vais aller ici pour mettre à jour la liste des dépôts. Là, comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire notre ping. Et là, on voit bien que les conteneurs communiquent entre eux. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que là, vous voyez, hein, si je fais un ping, les conteneurs communiquent entre eux. Connectons-nous sur le conteneur MySQL. Alors, docker exec, ici. Voilà, donc docker exec -it MySQL compte MySQL. Alors ça, c'est pas la peine. C'est pas MySQL, c'est bash ici. Hein. Je vais me connecter sur le conteneur MySQL. Voilà, je suis connecté sur le conteneur MySQL. Ici. Et quand je suis connecté sur le conteneur MySQL, je peux rentrer dans MySQL maintenant. MySQL-u route -p. Le mot de passe, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. On l'avait modifié tout à l'heure. Voilà, donc là, vous voyez, on est rentré dans MySQL. Puis je peux faire toute... alors, c'est peut-être pas ça, hein, pour rentrer dans MySQL. Ça, c'est pour se connecter à MySQL. Donc ça, c'est peut-être pas la peine que je le mentionne. Ici, pour se connecter à MySQL, voici la commande. Voilà. Et ici, pour pouvoir créer une base de données, par exemple, je vais faire create database. Par exemple, Creta 92. Virgule. Je vais faire un show databases. Et on voit bien que là, ça a été créé. Donc là, un petit challenge pour vous. Challenge.
il faut rechercher comment procéder pour pouvoir créer une base de données à partir du conteneur NGINX, base de données MySQL, à partir du conteneur NGINX dans le conteneur MySQL. Ça veut dire que là, l'objectif, c'est le suivant. Ça veut dire qu'il va falloir que dans cet exercice, l'objectif, c'est qu'il va falloir, vous connecter au conteneur NGINX, -it NGINX, ou compte, c'est compte, compte NGINX, H, il faut se connecter au conteneur NGINX, ça c'est la première des choses, bash, et une fois que vous êtes connecté au conteneur NGINX, alors l'objectif c'est de pouvoir utiliser, déjà l'objectif ce sera de 1, là il faudra rechercher comment se connecter au MySQL du conteneur MySQL. Donc on se connecte à distance, MySQL. Donc ça c'est la première des choses. Et ensuite, à partir de là, l'objectif, donc ça c'est la première des choses, c'est la première des choses qu'il faudra faire. Et deuxièmement, ensuite il faudra créer une base de données à partir d'ici. C'est-à-dire que c'est à partir de cette machine qu'il faudra créer la base de données. Ça, c'est le premier petit challenge sur lequel donc il faut travailler. Voici déjà pour quelques instructions sur MySQL, sur Docker. Et donc là, ça permet déjà d'avoir une première maîtrise des conteneurs.